J'allais dire, le premier résultat d'ARLI, en fait, c'est d'avoir réussi à mener la recherche à son terme. On va y revenir, hein, c'est un projet dont on entendait parler depuis longtemps, qui a été compliqué et long à mettre en place. Donc là, on touche enfin au but. Cet été, à la conférence de Melbourne, les premiers résultats scientifiques ont été montrés. On verra ce que ça peut induire en termes de plaidoyer et d'évolution des référentiels de réduction des risques, etc., dans le cadre des évolutions à venir sur loi de santé, sur toutes ces questions-là. Donc là, on arrive enfin, ou en tout cas, à une étape décisive du processus. On est très heureux de pouvoir revenir devant les acteurs de la réduction des risques en disant à ARLI, voilà, on a les résultats, on a des choses concrètes à présenter sur tout ce qui s'est passé, surtout en plus avec des résultats encourageants, mais je ne fais pas de spoiling. Donc sur le contexte des pratiques d'injection, je vais passer rapidement, j'en fais pas des caisses, tout le monde les connaît, mais c'est tout ça qui a bâti le rationnel du projet, en fait, hein, la vocation à intervenir. Donc les succès de la réduction des risques par rapport au VIH, mais les limites constatées par rapport à hépatite C, de nombreux dommages liés à l'injection. La multiplication, ça a été très bien dit, hein, par la multiplication des points d'injection, la diversification des produits injectés, etc., une certaine perte de la pédagogie de l'injection et de la transmission entre pairs. Donc toutes ces évolutions-là qui créent des complications, dommages du capital veineux, etc., etc. Et des interventions par les acteurs en milieu festif, dans le programme ARLI de Médecins du Monde, etc., etc. Je passe vite, tout le monde on a déjà travaillé là-dessus. Donc, est venue l'idée de construire et de mettre en œuvre un protocole de recherche. Alors, pourquoi un protocole de recherche ? C'est parce que, de toute façon, à un moment donné, pour faire quelque chose qui est interdit, il faut passer par la recherche. Hein, vous savez que le problème qu'on a avec la réduction des risques jusqu'à présent, c'est qu'elle s'arrête là où commence le produit. Donc, si on voulait vraiment travailler sur les pratiques d'injection, il fallait inclure la question du produit. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a discuté en faisant, pourquoi pas, des injections avec du sérum Phi ou je ne sais pas quoi. Bon, personne nous a dit, vous êtes gentils, mais à 14 injections par jour, vous avez vu mon capital veineux et les problématiques que j'ai, je ne vais pas gâcher 3 injections avec de l'eau d'évian, quoi. Pour faire vite. Donc, il fallait aller au produit, et donc, pour inclure le produit, il fallait passer par la recherche. Donc, une recherche communautaire, c'est-à-dire liant plusieurs acteurs, des intervenants communautaires d'EN, des intervenants de Médecins du Monde, des chercheurs académiques en sciences sociales, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une recherche dure, hein, ça rigole pas, un support financier institutionnel de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, et bien entendu des personnes elles-mêmes concernées par l'injection. Donc tout ce monde-là qui se met à travailler ensemble, c'est pas forcément simple, il faut apprendre à se connaître, à avoir un vocabulaire commun, à être bien clair aussi sur les objectifs communs qui vont nous emmener ensuite dans la recherche pour mettre en place un protocole qui soit acceptable, c'est-à-dire acceptable par toute la communauté concernée par le projet, c'est-à-dire acceptable par les chercheurs qui soient assez rigoureux, acceptable par les injecteurs justement pour que ça leur apporte quelque chose qui a un vrai bénéfice à l'intervention, et acceptable par les acteurs de la réduction des risques aussi. Donc les objectifs de la recherche, l'objectif principal, c'est de mesurer les effets de l'intervention auprès des personnes qui injectent, centré sur les pratiques d'injection, en particulier liées au risque de transmission de pathologies infectieuses et de dommages veineux. En particulier parce que c'était quand même sur les deux. On y reviendra, sans doute, Pierrine aura des infos là-dessus, mais on va voir que par rapport au protocole, la première idée qui viendrait, c'est de dire, en fait, on compare si ARLI permet d'éviter les contaminations à l'hépatite C. C'est le truc qui viendrait immédiatement comme ça. Ça, on ne pouvait pas le faire. Enfin, en tout cas, pas uniquement, ou en tout cas pas directement, on y reviendra pourquoi. Et c'était particulièrement important de travailler aussi sur la question des dommages liés à l'injection. Donc les objectifs secondaires, donc la faisabilité et l'acceptabilité de ce type d'intervention dans les cas rudes.
et l'ampleur du renforcement des compétences des personnes ayant bénéficié de la RLI. Et donc toute une série d'objectifs sur la faisabilité et l'acceptabilité. Ce n'est pas parce qu'on propose un programme que les personnes vont s'en saisir. On sait que c'est compliqué d'inclure les personnes dans un processus à long terme, puisque c'est ça dont il s'agissait. Puis après, derrière, il y a également un objectif politique, bien entendu, de repousser les frontières de la réduction des risques. Quand même aussi ça l'idée, de faire la preuve par l'exemple, par des résultats les plus durs et les plus straight possibles d'un point de vue de la recherche, de montrer qu'on peut et qu'on doit aller plus loin dans la réduction des risques. J'ai plus de batterie en plein milieu. Ça va m'aider à aller vite. Donc, sur l'organisation de la recherche, recherche interventionnelle, donc on n'observe pas, on intervient, on fait. Multicentrique, c'est-à-dire dans plusieurs centres à la fois, comparant l'évolution sur une année des pratiques d'injection dans 2 groupes. Un groupe d'intervention, donc qui vont bénéficier des sessions d'ARLI, composé de personnes ayant bénéficié de la RLI, donc dans une sélection de CARUD, et un groupe témoin dans une autre grappe de CARUD qui se déroule, on va dire, en temps normal, quoi, sans l'intervention. Hop, donc, je vous dis que ça peut couper d'un moment à l'autre parce que j'ai plus de batterie, en fait. Donc, je m'occupe de la situation. D'accord. Donc, en bref, l'intervention, elle se passe comme ça. Voilà. Donc, l'intervention, en fait, consiste donc à proposer aux usagers qui sont recrutés dans les CARUD qui proposent l'intervention, donc une session d'éducation aux risques liés à l'injection. Et donc, dans le groupe intervention, les personnes étaient censées recevoir au moins 3 sessions au cours des 5 premiers mois. En fait, on a considéré également les usagers qui recevaient au moins une session, parce que ça suffisait. En fait, on a pu observer des effets chez les personnes qui avaient reçu une seule session d'éducation. Et donc, le groupe témoin, lui, recevait donc pas d'intervention, évidemment, mais avait ces entretiens téléphoniques qu'on proposait à tous les usagers de l'étude, à l'inclusion, à 6 mois et à 12 mois. Et donc, les usagers ont été suivis pendant 1 an. Voilà, enfin, pas la majorité, évidemment, on a eu beaucoup de perdus de vue, mais l'idée du schéma de l'étude, c'était ça. Donc, je te laisse parler de l'intervention en elle-même. Oui, l'intervention en pratique, donc un espace dédié, bien entendu, calme, isolé, donc dans le CARUD, c'est-à-dire que c'est à la fois inclus dans l'espace de vie, d'accueil habituel, mais bien entendu dans un espace privilégié, une équipe diversifiée, c'est-à-dire des intervenants communautaires, des pairs éducateurs aussi, des infirmiers, etc. Bien entendu, une équipe formée, sachant que la formation faisait partie intégrante du protocole, et la formation sur 2 bras, donc sur l'intervention, sur ce qui va se passer, parce que bon, c'est quand même pas anodin, et aussi une formation au déroulement du protocole. Parce que si jamais on mobilise les personnes pour une session et on oublie juste le questionnaire, bon, voilà. Équipe formée aussi à la gestion des overdoses, un partenariat SAMU, urgence, réanimation, bien entendu, et tout type de produits acceptés s'ils sont utilisés habituellement, c'est-à-dire, enfin, en gros, en routine, quoi. C'est pas je débarque pour la session d'ARLI, tiens, j'ai ce truc nouveau, on va voir comment ça va se passer. Bon. Et la possibilité... Il cherche la rallonge. D'accord. Le suspense reste entier. De venir à 2 si c'est une pratique habituelle, donc l'injection en couple, etc. OK. Et donc, sur le déroulement d'une séance, on avait un entretien préalable avec un certain nombre de questions. Alors, toute une grille, c'est extrêmement lourd quand même. Donc, ça en dit long, non seulement sur la mobilisation nécessaire des acteurs qui vont réaliser ça dans le cadre du CARUD, mais aussi des injecteurs qui vont se prêter à tout ce protocole-là, revenir. Donc, il y a une partie de mobilisation qui est importante. Le produit consommé, le produit envisagé, la quantité, les sites d'injection, etc., etc. Bien entendu, le consentement. Est-ce qu'on le refus d'adhésion au cadre, expérimente un produit inconnu, donc ça sortait du protocole. Et une séance d'injection et d'observation. Le remplissage d'une grille d'observation, justement, sur les pratiques, les technicités, les étapes de l'injection, etc.
Et ensuite, bien entendu, repos après consommation et bilan de la séance avec un débrief sur l'hygiène, le capital veineux, les étapes de la préparation, le ressenti aussi par rapport au risque pris ou pas, etc., etc. Et bien entendu, les objectifs par rapport à la session suivante et la prise de rendez-vous. C'est-à-dire qu'à partir de là, donc de l'inclusion, on s'incluait dans un temps long. Un temps long, hein. Il y a, en termes de recherche, hein, tu diras, moi, toujours quand même une difficulté en termes de suivi des personnes de session en session. Pourquoi? Parce qu'elles bougent, parce qu'elles connaissent des épisodes d'incarcération et que c'est difficile d'avoir un suivi. Alors que là, finalement, l'un des premiers succès d'ARLI, c'est d'avoir réussi, malgré tout, à avoir ce suivi. Voilà, et donc moi, je vais vous parler des résultats scientifiques donc, de ARLI, puisque notre unité a été mandatée donc, pour faire l'évaluation scientifique d'ARLI. Donc, parallèlement aux données recueillies pendant les sessions d'éducation, en fait, on a utilisé, nous, des données recueillies au moment des entretiens téléphoniques. Et donc, on faisait passer un questionnaire qui faisait à peu près 20 pages, il me semble, qui devait durer entre 20 et 30 minutes, pour recueillir des données sur les caractéristiques sociodémographiques des usagers, sur les pratiques à risque de transmission du VHC, les consommations de drogue, les expériences de prison. Enfin, il y avait tout un tas de questions autour de l'accès aux soins, l'accès au dépistage VIH et VHC. Et donc, on a utilisé 2 critères d'évaluation principaux, sur lesquels d'ailleurs le protocole a été construit en fait. Donc, c'était avoir déclaré au moins une pratique à risque de transmission du VHC au cours du dernier mois et avoir déclaré au moins une complication au site d'injection. Donc complications cutanées, veineuses, etc. Et donc, on a réalisé donc, des analyses statistiques. On a utilisé un modèle un peu particulier, le modèle de Ekman, qui nous a permis en fait, de limiter le biais lié au fait qu'on avait recruté les usagers dans des CARUD différents. Les CARUD témoins, donc, qui avaient les usagers des différents CARUD avaient des caractéristiques particulières. Donc, il a fallu limiter cette différence. Et donc, on a utilisé un modèle particulier. On a, donc, voilà la suite, le schéma donc, de l'étude, tu peux passer. Donc, dans les CARUD interventions, on a recruté donc 8 CARUD interventions, 144 usagers, et sur ces 144, 31 n'ont pas reçu d'intervention, donc on les a exclus de l'analyse. On a au total 113 usagers recrutés dans les CARUD interventions. AM6, il nous restait 75 usagers et AM12, 44. Donc ça, c'est pour le groupe intervention. Pour le groupe témoin, on a recruté 127 usagers, AM6, on en avait 92 et AM12, 71. Donc là, vous pouvez déjà remarquer un taux d'attrition plus élevé dans le groupe intervention. Donc ça, c'est un peu petit, désolé, je n'ai pas pris le temps de refaire le tableau. Donc, c'est pour vous montrer en fait des différences entre les usagers recrutés dans le groupe témoin et les usagers recrutés dans le groupe intervention. Et donc, on peut constater que les usagers du groupe intervention étaient plus précaires, consommaient plus fréquemment du sulfate de morphine, avaient plus de pratiques à risque VHC. Donc, ils étaient très différents et on était du coup obligé d'utiliser une méthode pour limiter ce biais. Donc, les résultats, donc ça, il s'agit de l'évolution des 2 critères principaux que nous avons choisis donc, pour évaluer l'efficacité de l'intervention. Et donc, dans le premier graphe, vous pouvez voir donc, le pourcentage de participants ayant déclaré au moins une pratique à risque VHC, avec les bâtons en gris foncé concernent le groupe témoin. Et on peut observer donc, un pourcentage relativement stable. Et dans le groupe intervention, on passe de 44% à l'inclusion, donc 44% d'usagers ayant déclaré au moins une pratique à risque VHC, qui passe à 26% après 1 an. Et donc, pour le deuxième critère qui était les complications aussi d'injection, eh bien, on a dans le groupe témoin, donc en gris foncé, même ça augmente, en fait, les complications augmentent, alors que dans le groupe intervention, on passe de 66% à 39% d'usagers ayant déclaré au moins une complication.
Donc des résultats qui déjà nous montrent une efficacité, mais cette analyse-là ne nous permet pas de montrer scientifiquement l'efficacité. Donc pour cela, on a fait donc, une autre analyse. Donc on a utilisé un modèle multivarié et on a en fait ajusté le modèle sur tous les facteurs qui peuvent influencer les pratiques à risque. Donc le premier critère de jugement donc, était avoir déclaré au moins une pratique à risque VHC. On trouve comme facteurs associés aux pratiques à risque des facteurs qu'on connaissait déjà, donc les femmes en plus de pratiques à risque, les jeunes, le fait de consommer de l'alcool, de consommer de la cocaïne, les polyconsommateurs. Et quand on regarde l'impact de l'intervention, donc comme facteur, on met ceux qui ont reçu l'intervention versus ceux qui ne l'ont pas reçue, on trouve qu'il y a donc ceux qui ont reçu l'intervention, AM6 même, on déclare moins de pratiques à risque VHC. Donc en fait, sur les pratiques à risque VHC, on a un effet qui est observé après 6 mois de l'étude. Pour l'autre critère, donc, qui est sur les complications au site d'injection, on a étudié également, donc, on a fait le même modèle, on a étudié les facteurs associés au fait de déclarer une complication. Et donc on trouve l'âge également qui est associé, donc les plus jeunes déclarent plus de complications. Ceux qui consomment des sulfates de morphine, donc ça peut paraître logique aussi. Et pour ce qui est de l'impact de l'intervention, on trouve qu'à 12 mois, les usagers qui ont reçu au moins une intervention ont moins de risques de déclarer une complication. Donc là, il a fallu attendre 12 mois pour voir l'effet au niveau local, ce qui est logique également. Et donc, les limites, parce qu'on a quand même été confronté à certaines difficultés, notamment pour recruter des groupes qui étaient comparables. Donc là, il y a une limite qu'il faut évidemment énoncer, parce que même si on a utilisé un modèle statistique pour limiter ce biais, évidemment, on ne peut pas le supprimer complètement. Donc, voilà. L'idéal aurait été d'avoir des groupes comparables, de faire une randomisation. Une personne arrive, elle reçoit l'intervention ou non en fonction d'une randomisation, mais ce n'était pas faisable sur le terrain, évidemment. On a donc pu observer une diversité importante des populations. Donc d'un CARUD à l'autre, d'une ville à l'autre, il y a des modes d'usage différents. Et donc, c'est ce qui explique un peu cette diversité. On a eu beaucoup de perdus de vue. Donc, on a environ, dans le groupe intervention, on a au moins 60% de perdus de vue à 12 mois. Et dans le groupe témoin, c'était autour de 45%, je crois. Et également, donc, toujours cette limite qu'on évoque dans ces études où on utilise des données autodéclarées. Même si voilà, elles sont validées, ces données, on sait qu'on peut les utiliser, mais évidemment, on explique toujours qu'il y a ce biais de désirabilité où les gens peut-être vont sous-estimer leurs pratiques. Et donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a un impact positif de Early, de cette intervention qui est éducative et qui est surtout innovante. C'est la première fois qu'une telle intervention, en tout cas avec une évaluation scientifique, a été menée dans le monde. Je n'ai pas vu d'autres résultats sur ce type d'intervention. Et donc, on peut observer donc, des résultats intéressants en termes de diminution des pratiques à risque et de complications au site d'injection. Donc voilà, je te laisse continuer sur les constats que vous avez pu faire. Oui, alors on a aussi des constats locaux sur les sites d'intervention. Donc un petit coucou à Gilles du CARUD de Pau, je ne sais pas s'il est dans la salle ou pas. Coucou Gilles. Donc qui a aussi sorti des constats sur les sites opérationnels, sur qu'est-ce que ça génère dans le CARUD, comment ça se met en place. Bon, alors l'intervention, elle libère la parole sur l'injection et sur les pratiques, elle permet d'aller plus loin dans les discussions et constitue un moment privilégié pour échanger concrètement sur les pratiques d'injection, les idées reçues et l'autonomisation. Alors, ce qui peut se passer autour des couples, les couples quels qu'ils soient, que ce soit des couples de consommation, des couples de vie aussi, etc. Bien entendu, elle remet en question, elle bouscule, voire même, selon les cas, pulvérise la politique de l'autruche qui consiste à nier la consommation dans les locaux. Donc, ce soit les sessions
auto-administré dans les toilettes ou juste à la sortie, etc. etc. Donc, bien entendu, ça permet un travail sur les effets, les coupes, les alternatives, hein, ça a été dit, donc d'aller concrètement beaucoup plus loin dans les pratiques, voire éventuellement de passer de l'individuel au collectif, c'est-à-dire d'avoir des discussions de groupe. Je fais le lien avec ce qui était dit sur la vidéo, en fait, puisqu'on a le pendant des vidéos, il y a des travaux qui ont été mis là-dessus, qui ont été faits là-dessus aussi, mais il y a déjà un moment sur des caméras fixes en squat. En fait, notamment posé sur la cheminée, sur la table basse du squat, pour voir ce qui se passe d'un point de vue collectif sur les seringues qui trempent en même temps, la corbeille à filtre ou des trucs comme ça. Et là, voilà, il y a plein de choses aussi qui peuvent se libérer grâce à l'intervention. Donc, bien entendu, il y a des difficultés, parce que c'est ni simple ni anodin. Donc, c'est une activité extrêmement chronophage, surtout dans le cadre de la recherche, puisqu'il y a tout ce protocole, questionnaire, etc. à remplir, qui demande un intervenant temps dédié, donc on ne peut pas faire ça en routine dans l'activité du CARUD, on est d'accord. Bien entendu, on en a parlé des difficultés de suivi des usagers, donc les phases d'incarcération, je bouge, je suis hospitalisé, etc., etc. Et une évaluation parfois complexe des consommations. On est dans des situations parfois où la personne elle-même a du mal à vraiment savoir ce qu'elle consomme. Et donc, pour ne pas conclure et donc lancer le débat, l'ARLI, on peut l'affirmer maintenant, et peut jouer un rôle important dans la prévention du VHC. C'est une intervention, même dans le cadre de la recherche, qui est mobilisante, mais qui pourrait sans doute hors recherche être beaucoup plus simple, peu coûteuse en tout cas, pose des questions sur son développement. Hein. Bien entendu, amener la personne dans le CARUD, c'est une chose, mais pouvoir superviser l'injection dans le milieu de ville, dans le milieu de consommation, sans doute quelque chose qu'il faut également faire, parce que le milieu de consommation est fatalement vecteur aussi de complications. Et une opportunité, bien entendu, pour réfléchir avec les personnes accueillies, les équipes sur les espaces de consommation à moindre risque. Un outil de plaidoyer politique hyper important aussi, je le disais en intro. Et, bien entendu, une intervention qui ne s'agit pas d'isoler, mais de prévoir comme un outil à part entière à mettre en œuvre dans les différentes structures de réduction des risques. Donc la suite pour la RLI, j'en avais parlé déjà lors d'une rencontre à FR, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc les conseils d'administration de Aide et de Médecins du Monde ont pris la décision de poursuivre la RLI, quel que soit le cadre légal. En ce moment, il y a une pause sur le temps de former les acteurs, les personnes qui ont déjà bénéficié d'une séance d'ARLI et qui on aurait besoin d'une autre, continue à en bénéficier au titre de la continuité de la recherche. Vous savez que, a priori, il y a un cadre légal qui pourrait arriver dans la loi de santé. Donc là, on attend de voir comment tout ceci va tourner. Si le cadre légal arrive dans la loi de santé, on pourra en reparler. Ce déploiement-là se fera dans un cadre légal, donc, ou il se fera dans un cadre illégal. Et ça, réponse dans les premiers mois de l'année 2015. Voilà.